Jacques Ardoineau, pédagogue au fil du temps. Je veux dire quelque chose juste sur l'écriture du bouquin, quoi. C'est vrai que je voulais un bouquin qui soit pas un récit de vie, qui soit pas une bio, qui soit pas non plus une autobiographie par voie de conséquence, qui soit pas une thèse, qui soit pas un essai, qui soit pas une bande dessinée, qui soit... euh, Enfin, ouais, je voulais autre chose. Je voulais trouver autre chose, quoi, pour essayer de dire, de dire une vie, en fait. Et là, après, Napoléon, que ça déjà très connu, c'est le grec Isabelle avec Charlot et Elle est partie, ça marque plus sur moi, elle est partie. Ah, c'est comme ça que vous avez... Non, mais on va avoir un peu de matière. Bon, alors on va dire bonsoir à tout le monde, hein, et merci d'être venu. Merci d'être venu, d'avoir répondu à l'appel. Hein, alors il y a essentiellement des gens de Paris 8 hein, ce soir, ce qui est logique, parce que c'est quand même un ouvrage pour lequel on se réunit qui concerne un éminent professeur de Paris 8. Chapitre 1, où le sentiment abandonnique arrive tôt et où l'on voit Jacques Ardoineau être contraint par le manteau des sciences de l'éducation devenir capitaine de frégate et observer le silence durant un cours. On est là parce que malgré les apparences, Vincennes est une entreprise amicale. Je dis malgré les apparences parce que beaucoup de choses pourraient faire penser le contraire. Il y avait des intérêts, il y avait des oppositions, il y avait des clans, il y avait... Bon. Et en même temps, par petits groupes, il y avait des réseaux d'amitié, des réseaux d'amitié. Et au fond, nous assistons, après je ne sais maintenant combien d'années, on évoquait tout à l'heure des années comme 1950, et ces années 1950, elles représentent 60 ans de parcours, de vécu, et je crois que c'est très important.
Bon, l'image que j'ai de Saint-Denis, moi, elle est courte, elle remonte à 1992 hein, pour ses débuts, c'est pas très très vieux, et j'en suis parti il y a 2 ans. En tout cas, bon, c'est une histoire, alors je sais pas ce que tu veux entendre à l'intérieur du mot histoire, en tout cas c'est quelque chose qui m'a suffisamment marqué à de très nombreux points de vue, pour que j'ai eu longtemps envie d'en faire quelque chose sur le plan de l'écriture. Et l'histoire du bouquin, en fait, qui résume un peu tout ça, ce livre finalement, l'envie de le faire, la connaissance un peu de Paris 8 Saint-Denis, c'est né aussi d'une histoire d'amitié finalement. Jacques parlait d'amitié tout à l'heure, hein, au moins pour des petits groupes. Hein. C'est né de ça il y a 3 ans maintenant, sur une nappe de restaurant, voilà, quelque part à Strasbourg, je crois, avec des personnes qui sont là ce soir aussi, hein, dont Sun Mi Kim, René Barbier. Et quelqu'un qui n'a pas pu venir ce soir parce qu'on est en pleine vacances universitaires, à savoir Lucette Collin. Je crois qu'il faut aussi mentionner au passage l'importance de René Barbier dans cet ensemble qui a toujours veillé d'une certaine manière à ce que cette relation d'interaction, d'amitié, c'est du même coup en faussant un peu les choses, puisque quelquefois on peut lui reprocher d'être trop optimiste en quelque sorte, trop bienveillant, il n'écoute même pas d'ailleurs ce qu'on dit, fait qu'il ne s'intéresse absolument pas. Non? Ah, moi c'est comme ça que je fais. Non, tu es pas là. Ah Fabienne, alors ce petit souvenir d'une année d'études passée ensemble dans le cadre du DUFA 2010, avec toute mon amitié René Barbier, avec je ne sais quel esprit, devine ce que c'est, amitié, Jacques Arsenault, et avec une pensée émue pour le DUFA dans les murs du collège coopératif, un jour de neige, derrière la vitre, amitié, Christian Barbier. À côté de... C'est lui qui devait commencer. De Jacques. Il leur a fait un déjeuner alors, parce que je ne peux pas aller trop par là, parce que par là, c'est les autres personnes. Et moi, je viens à côté. Non, il vaut mieux René, que tu mettes face à tout le monde. Pour commencer, il faut dire comment est né ce bouquin. Hein. Bon, ce bouquin, il est né d'une rencontre amicale aussi, en même temps universitaire, hein, parce qu'on était dans un colloque à Strasbourg avec Lucette, Sunmi, puis d'autres personnes, hein, et Christian. Et puis on avait été se balader dans le vieux Strasbourg, c'était très sympa, on a fait un bon repas, n'est-ce pas? Et à la fin du repas, on était un peu éméchés, et on s'est dit, tiens, mais comme je savais que Christian avait des démangeaisons, il avait vraiment envie d'écrire.
Alors, on lui a dit, mais pourquoi tu n'écrirais pas sur Jacques Ardoineau? Justement, ça serait bien que tu écrives sur Jacques Ardoineau. Et il a dit, ah oui, c'est pas bête. Et donc, voilà, c'est comme ça que c'est né, cette envie et ce désir, l'écriture de la vie, hein, l'écriture de la vie. Mais Christian, lui, il voulait écrire d'une certaine façon, et vous verrez effectivement que cet ouvrage est particulier, parce qu'il est écrit d'une drôle de façon, je dirais, pas du tout habituelle. Hein, il y a des choses qui se mélangent, il y a à la fois l'écriture personnelle, enfin liée à l'implication personnelle de Christian en tant qu'étudiant de Jacques, en tant que participant à la relation pour écrire ce livre dans des entretiens, etc., allant chercher de l'information chez des gens qui avaient déjà écrit, et en même temps, c'est aussi la parole de Jacques, et c'est aussi une sorte de parole, de métaparole, qui est aussi inscrite, ou qui est un peu plus théorique, mais qui est en liaison toujours avec ce que dit Jacques. Hein, donc c'est un ouvrage, et en même temps sans qu'il y ait de... Bon, c'est simplement sur le plan typographique qu'on voit les différences, mais ça se suit, ça s'emboîte d'une manière un peu particulière, je dirais, sans qu'on sache trop à quel moment ça s'emboîte, etc. Enfin, c'est assez intéressant, je trouve. Comme sa vie à la croisée la mienne et réciproquement, à un moment donné, je me suis dit que là, il y a peut-être une astuce de récit à mettre en place pour en faire quelque chose, quoi. Et je me suis souvenu qu'il y a longtemps, il y avait des gens qui avaient écrit un peu comme ça, d'une manière tout à fait fractionnée, des fragments qui s'emboîtent, qui se déboîtent, qui se réemboîtent. C'était à l'époque du nouveau roman, hein, tout simplement. Si on reprend des choses de Rob Grillet, si on reprend des choses de Claude Simon, si encore plus loin on remonte dans le temps, on arrive à Joyce. C'est vrai que dans Ulysse, il y a des moments comme ça d'écriture. Alors évidemment, je suis pas Rob Grillet, je suis pas Joyce, je suis pas Claude Simon, je suis pas Ulysse non plus. Mais je me suis dit qu'il y avait peut-être des choses à en tirer pour que le récit de vie soit quelque chose de heurté et quelque chose de pas linéaire, comme la vie elle-même, quoi. Si on nous demandait ce soir en allant dormir comment ça s'est passé notre journée, on aurait des flashs qui arriveraient comme ça. Ça serait pas à 8h01 il s'est passé ça, à 8h02 il s'est passé ça, à 8h03 il s'est passé ça. C'est pas vrai. Il y a plein de chocs, il y a plein de ruptures et de débuts à nouveau, etc. Voilà, j'ai essayé de rendre compte de ça en bricolant des textes, en les coupant, en les recollant, et pour la confection d'ailleurs, en les décollant à nouveau, pour les recoller ailleurs. Bah voilà, c'était amusant. Je me suis arraché les cheveux souvent quand même. Et je voudrais quand même rappeler que c'est ce bouquin il existe en grande partie grâce à Christine Campini qui est là. Parce que c'est en partie grâce à elle et à René Loureau qui lui n'est plus là malheureusement. Mais donc sans le travail de Christine, j'aurais été d'autant plus ennuyé au sens de ne pas savoir comment faire. Pour faire ce bouquin, voilà. Donc je lui dis une nouvelle fois merci. Quand on vous rend d'une certaine manière hommage, donc ça c'est quelque chose qui effectivement touche, mais en même temps ça évoque quelque chose de plus profond peut-être, qui est la façon dont on enseignait à Paris 8 et qui est évoqué constamment en filigrane de votre propos là, aux uns comme aux autres, bien sûr avec l'amitié, avec les réseaux, avec les éléments interactifs qui ont existé, même si c'est d'ailleurs très curieux, Paris 8 n'a pas su le reconnaître, n'a pas su le théoriser. Chapitre 2, où l'on voit pratique et théorie se rejoindre, et où Jacques Ardoineau descend dans une mine, fume une cigarette dans un couloir, fait du judo, part en voyage, se fait disparaître à Pau et croise un phoque sur un trottoir.
Alors, moi, je suis vraiment très, très heureux d'avoir pu faire cette préface, simplement parce que je pense, d'abord, Jacques Ardoineau a été pour moi quelqu'un de très important. Ça fait quand même, je le connais depuis les années 70, ça fait quand même un bail. Hein. Il a fait partie de ma thèse de sociologie, il a fait partie de ma thèse d'habilitation. Donc, on se connaît depuis très longtemps, on est devenus vraiment des amis. Et surtout, j'ai trouvé que Jacques était parmi les universitaires et les intellectuels que je peux connaître dans le monde donc, de l'université, un de ceux sur lesquels on peut le plus compter. C'est-à-dire qu'il a une amitié indéfectible et je trouve que c'est assez rare dans ce monde des universitaires. Je suis assez critique sur ce monde universitaire en général et je trouve que Jacques fait un peu l'exception quand même. C'est un grand pédagogue. C'est un grand pédagogue. Quand je dis un grand pédagogue, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a une écoute extrêmement sensible, en situation, toujours en fonction de ce qui se passe. Et il ne sait jamais ce qui va se passer, il suit le mouvement, et ça c'est très très important. Et surtout, c'est un grand pédagogue parce que pour moi, il réunit pour moi deux caractéristiques essentielles du grand pédagogue, c'est-à-dire la médiation et le défi. La médiation, parce qu'il tient toujours compte de la complexité des gens avec qui il travaille, de l'environnement, du contexte, etc. Et il fait avec les composantes de cette complexité, toujours nécessairement dans la médiation, sans avoir des points de vue doctrinaires, idéologiques, draconiens, toujours avec un sens subtil quand même de l'écoute de ce qui suit. Mais en même temps, et ça c'est très important, c'est un homme de médiation, mais c'est aussi un homme de défi. Et le défi, il l'a toujours manifesté dans sa vie. Dans le livre, là, vous trouvez une anecdote significative à ce propos. Il était enseignant à l'école navale et aussi à un moment aussi à Pau auprès d'officiers parachutistes, etc. Auprès des officiers parachutistes, il enseigne, il devait parler sur l'autorité et il parle de l'autorité de telle façon que les jeunes officiers sont outrés et qu'il y en a un qui lui dit on devrait vous enfermer immédiatement à la sortie de là, de votre speech, on devrait vous arrêter immédiatement. Bon. Et à l'école navale à Toulon, quand il fait sa conférence aussi autour des problèmes d'autorité, etc., en présence de l'amiral, il commence sa conférence à partir d'une question autour de l'autorité. Personne ne répond. Il reste en silence pendant 3 heures, attendant que les officiers de Maril veuillent bien, en fin de compte, sortir de leur habitus d'obéissance sans question pour commencer à vraiment entamer un dialogue. Donc, naturellement, l'amiral qui était là, qui l'avait fait venir, était un petit peu outré, et interloqué, je dirais, comme les officiers. Alors, je dis ça parce que c'est un signe de son esprit de défi, qu'il a manifesté plus d'une fois aussi à l'université de Paris 8, lorsque par exemple il a démissionné d'un seul coup de la direction de l'UFR, etc. Enfin, il y a eu une autre fois où il s'est battu avec Richard, il est revenu avec un pochoï comme ça, l'autre avait été à moitié étranglé parce qu'il a fait du judo, etc. Bon, enfin, faut voir, faut voir les choses. Dans Sciences d'éducation, c'était assez extraordinaire. C'était quand même tumultueux, je dirais. On apprenait à travers justement ce qui nous surprenait, ce qui nous remettait en question, et ce qui nous remettait en question parce que
parce que tout simplement, c'était pas conventionnel, c'était pas... et ça m'apparaît avoir été une expérience très intéressante, que nous sommes quelques-uns, avec beaucoup d'entre vous qui êtes les plus jeunes, et d'autres qui sont parmi les plus anciens, comme René, comme moi, effectivement. Il y a une richesse. Il y a une richesse, effectivement, que nous avons connue. Et ça, on le doit, d'une certaine manière, on le doit à Paris. Bon, ben, ça a été une aventure. Et vivre l'aventure en 2000 et quelques, c'est riche. Ça vaut la peine. Alors que tout va dans le sens, au contraire, d'une atténuation, d'une pauvreté, d'un durcissement, d'une absence d'aventure. Vous faites partie de cette chance. Merci. Chapitre 3, où sont évoquées la complexité et la multiréférentialité, et où Jacques Ardoineau parle sans notes, quitte subitement une salle de cours, crée des mots et conduit une séance de psychodrame. Dans cette partie-là, oui, il n'y a pas de Qu'est-ce qu'il a été écrit petit, le livre, Ah oui. en interaction avec les Pédagogie enseignée par Jacques, ou est-ce que c'est plus, sans parler de biographie, mais c'est la façon dont dont il est venu à cette pédagogie, ou comment est-ce que tu arrives à parler de ce sujet en particulier? Il y a deux façons. Il y a déjà ce qu'en dit Jacques lui-même, soit dans les entretiens menés avec René Loureau il y a 15 ans, soit dans les entretiens menés avec Christine Campigny, et puis mon propre regard lorsque j'ai été l'objet de la pédagogie, enfin plutôt le sujet de la pédagogie de Jacques. Il y a les trois points de vue qui se confrontent, même si dans le texte on ne peut pas différencier ce que Jacques disait de sa pédagogie à René Loureau ou à Christine Campigny. Les deux sont mêlés, c'est indistinct pour le lecteur. Et moi je sais à quel endroit c'est. Voilà. C'est comme ça que c'est venu. Et puis ça me paraissait incontournable avec Jacques Ardoineau de parler de pédagogie. Même s'il refuse d'employer le terme méthode au sens montessorien, au sens frénétique, au sens tout ce que l'on veut. Voilà. Et pédagogue au fil du temps, d'où ça vient? Ça vient. Oui, c'est vrai, ça vient essentiellement, dans un premier temps, d'un entretien avec René Loureau en 95, où à l'époque, Jacques dit être le fils du temps, mais en même temps être sur les fils du temps, avec le jeu de mots que l'on peut faire autour du mot FIL, et fils, bien entendu, au terme de filiation. Et donc j'ai cherché un titre qui collait avec l'éditeur, avec la directrice de collection, ça se fait pas comme ça. Et donc c'est ce titre-là qui a été retenu, donc avec une mise en lumière quand même du mot pédagogue, oui, c'est vrai. Autre question? Oui, moi j'aurais été intéressé par la formation initiale, si on peut s'exprimer comme ça, de Jacques Ardoineau, que je ne connais pas.
Ok. Comment avez-vous envisagé votre métier? Comment avez-vous construit vos savoirs jeunes? Quand je fais des études universitaires, quand je passe à l'université, d'emblée, je choisis de faire 3 licences. Alors, si je dis ça, c'est pas pour la ramener en disant il lui en fallait 3, là où la plupart du temps les gens se seraient contentés d'une. Enfin, non, c'est pas ça. Enfin, on pourrait penser que c'est ça. Je n'exclus même pas que j'ai pu donner ça à penser par ma propre boulimie ou ma propre avidité, que quand on est jeune, on peut avoir un souci, un goût de conquête, enfin en quelque sorte. Mais autant que maintenant je puisse en juger après décantation, avec une certaine décantation, non, je crois que l'événement heureux, c'est effectivement d'avoir fait ces 3 licences qui supposaient quand même tant soit peu le fait, je cherche le mot là, enfin effectivement, c'est-à-dire que je tendais en quelque sorte à montrer qu'il y avait des contradictions, qu'il y avait de la violence, de l'opposition, de la diversité à l'intérieur même de ce sur quoi portait effectivement le débat. Et ça, je crois que ça a été l'essentiel de ma formation. J'ai fait du droit, bon, ben, le droit c'est plutôt sociologique. J'ai fait de la psycho, ça c'est vraiment psychologique. Et l'opposition entre les deux est quelque chose de très très réel. C'est pas la même chose. Donc, pour moi, ça a été quelque chose de tout à fait stimulant. Et puis, bon, la philo, oui, parce que la philo, c'est encore peut-être une perspective un peu plus généraliste, un peu plus oui, une sorte de dominante en quelque sorte, réflexive, de réflexion. Il y a plein de questions qui me viennent, pas forcément dans le bon ordre. D'une part, c'est l'opposition, en quelque sorte, à première vue, qu'on peut faire entre vous deux. Quelqu'un très tôt installé dans la démarche universitaire, dans l'institution, alors que Christian, lui, a un parcours universitaire beaucoup plus récent. Enfin, c'est une sorte de césure. Hein. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a le sentiment que Christian cherche une sorte d'antidote à la pensée de défi de Jacques. Une sorte d'antidote. Avec justement cette façon de glisser sur l'ambiguïté pour proposer au lecteur d'autres pistes que celles qui sont formulées. Et là, ça m'intéresse beaucoup. En fait, je ne sais pas si je réponds pas à côté là, mais j'en avais assez d'écrire comme un universitaire. Oui. Faire des articles, des bouquins d'université, ça me... Et surtout, ce que je voulais, c'était ne pas écrire comme Jacques. C'est pas... Mais parce que pour moi, Jacques, il représente vraiment l'écriture universitaire typique que j'aime bien. Et là, j'étais dans l'ambiguïté totale, parce qu'en même temps, je me disais, surtout, faut pas écrire comme ça. Et c'était aussi une tentative pour me dégager de ça, parce que c'est vrai qu'à l'époque de la thèse, des choses comme ça, même des articles qui ont suivi, j'avais tendance à écrire comme Jacques. C'est-à-dire avec les qualités de son écriture, mais aussi parfois ce qui la rend difficile, sûrement dans son écriture, mais aussi dans sa lecture. Des phrases assez longues, des renvois en bas de page, une érudition très, très, très importante. C'est vrai que j'avais tendance à écrire comme ça, et là j'ai dit non, c'est fini, j'écris totalement autrement, j'essaie de faire complètement autrement.
l'ambiguïté, mon travail ruisselle d'ambiguïté. Oui, sûrement. C'est pas du tout universitaire. Ça. C'est pas du tout universitaire. Enfin, en même L'université aspire au contraire à un rationalisme qui soit clair, qui mette les choses au net, etc. C'est tout à fait haut. Mais par contre, nous partageons de manière différente, parce que là aussi nos personnalités y conduisent, mais nous partageons effectivement de manière différente le goût de l'ambiguïté, l'intérêt pour l'ambiguïté. Ça c'est un point qui est tout à fait sûr. De même qu'il faut bien se dire qu'il y a quelque chose qui manque, si tu veux, dans ton message. J'ai déjà fait allusion tout à l'heure et j'y reviens simplement maintenant, j'accentue un petit peu les choses. Il y a vraiment une sorte de... On attend en quelque sorte que du vécu même, quelque chose effectivement se produise. C'est pas du tout universitaire. Ça. Je crois que c'est pas facile d'écrire avec Jacques. Pourquoi c'est pas facile? Parce que pour pouvoir écrire avec Jacques, il faut vraiment bien le connaître et accepter ce qu'il est en profondeur. Ce qu'il est en profondeur, c'est quelqu'un qui éprouve systématiquement le désir de dire non. Et le mais l'emporte souvent sous le oui. Alors, c'est systématique chez lui, c'est quelque chose qui est très très profond, qu'on comprend mieux d'ailleurs quand on lit son histoire de vie et son enfance. Mais je comprends que pour certains, et je pense à des étudiants qui ont eu parfois du mal à travailler avec lui, parce que si on n'a pas une sorte de, je dirais, de fermeté intérieure aussi, de confiance en soi, on risque à ce moment-là, si on est par exemple dans la dépendance du maître, on est soit englobé, on fusionne, mais on fusionne en moins que rien, je dirais, soit éventuellement on est dans une opposition immédiate. Donc la seule façon de pouvoir travailler avec Jacques en collaboration, en équipe, c'est à la fois de respecter complètement ce qu'il est, tout en respectant complètement ce que nous sommes. Et donc s'appuyer aussi sur ce que l'on est chacun dans sa singularité. Je crois que c'est pas pour rien. Et ça, on le comprend mieux quand on sait effectivement ce qu'il pense en profondeur, car c'est un homme de la singularité, de l'intersubjectivité. C'est quelqu'un qui respecte profondément la singularité, même si la singularité de l'autre le contrarie, même si ça parfois l'ennuie profondément, ou si ça le dérange profondément. Il n'empêche qu'il respectera toujours la singularité de l'autre. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et moi, j'en ai fait l'épreuve plus d'une fois avec Jacques, notamment dans nos discussions, ou dans notre façon de considérer le temps, par exemple, parce que lui, c'est un homme de la temporalité, moi, je suis un homme de l'instantanéité. Et ça, c'est quelque chose de difficile. En même temps, c'est très complémentaire quand on veut bien voir les choses, mais en même temps, c'est aussi en opposition. Il y a quelque chose de paradoxal dans le fait qu'on puisse se rencontrer. Et je crois que c'est donc difficile, puisque ça demande une vraie connaissance de soi-même pour travailler avec lui. Et en même temps, si on peut passer par là et si on a cette capacité, alors on est extrêmement enrichi dans son contact, puisque il n'arrête pas de vous poser des questions. Il n'arrête pas de vous poser des questions, vous n'êtes jamais
tranquille avec Jacques. Hein, sans cesse, il vous dit oui, mais, non, non, et non, non, etc. Alors, le dynamisme intérieur permanent, hein, sans cesse à vous dire, mais c'est-à-dire, ça vous pousse vers un doute systématique de tout ce que vous dites, de tout ce que vous pensez, de tout ce que vous écrivez. Et ça vous permet de mieux, sans doute, vous connaître et mieux savoir qui vous êtes. Chapitre 4, où distinction est faite entre le et la politique, et souligner l'importance de la temporalité, attendue de l'éducation une transformation sociale, et où Jacques Ardoineau est envahi par l'émotion et se demande ce qu'il en reste. Chapitre 5, où sont évoqués les professeurs ennuyeux et la transgression, et où Jacques Ardoineau s'interroge sur son écriture, éprouve un sentiment de changement négatif, se voit offrir des gants de boxe et déclare que la vie est belle.